Excusez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'avoir une copie des slides par email de ce que vous présentez? Par nature, on ne les donne jamais parce que c'est notre capital. C'est dommage. Rapidement, alors pour me présenter, Richard Estève, formation de l'ESCP, j'ai un 3e cycle en droit international de l'environnement et j'ai un doctorat de géopolitique et relations internationales du CEDES Paris. J'ai commencé en banque d'affaires de manière très classique. Vous allez voir pourquoi je dis de manière très classique, parce que là on va devenir quelque chose de beaucoup plus innovant, où j'ai fait tout ce qui peut concerner ce que j'appelle de la boutique financière, restructuration de bilan, levée de fonds, introduction en bourse. J'ai piloté une demi-douzaine d'introductions en bourse sur Alternext pendant 2 ans et demi. Et après, je suis passé dans une activité qui était beaucoup plus personnelle, qui est de la reprise d'entreprise. J'ai repris la maison de couture Michel Klein il y a de cela 3 ans. Et j'ai développé un projet entrepreneur, qui est une société qui est aujourd'hui cotée en bourse, qui s'appelle Move Group, dans le domaine de la finance et de la bancarisation à grande échelle. Donc, la présentation que je vais faire et que je fais avec Gilles, parce qu'on a créé ensemble le cabinet Balka, le cabinet de conseil Balka, justement sur ces thématiques, sur ces facteurs clés de succès. Pour moi, l'un des grands facteurs clés de succès, si ce n'est peut-être le plus important, c'est la finance. Mais la finance, d'une manière extrêmement importante, c'est la finance qui doit se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, le modèle traditionnel de la finance n'est plus du tout adapté à des porteurs de projets. Il ne fait plus aucune valeur. Il faut réinventer la finance pour aller véritablement chercher un saut de valeur et pour vraiment permettre à des porteurs de projets que vous êtes, que je suis, de pouvoir aller chercher davantage que ce qu'on pourrait attendre, parce que ce modèle-là est complètement essoufflé. Donc le but de ce facteur clé de succès, ça va être justement de présenter cette finance, mais cette finance de manière repensée. Et tout ça pour arriver à quelque chose de manière très concrète, c'est de nouveaux business models. Parce que c'est ça qui va nous intéresser. C'est pas la finance en tant que telle, c'est comment créer de nouveaux business models. Donc on va passer dans une première partie qui va être la méthodologie, qui est une méthodologie qui s'applique absolument à tous les cas. On l'a vu d'ailleurs avec Gilles, qui s'applique à des sociétés donc, de prêt-à-porter de luxe, à des sociétés dans le salles de bain qui sont aujourd'hui leaders mondiaux et qu'on a accompagnés, à des sociétés dans le domaine du transfert d'argent. Donc le but a vraiment d'être une méthodologie applicable à vous demain pour les projets que vous serez amenés à porter ou que vous portez déjà, que vous souhaiterez porter. Premier élément, on va se baser en 4 étapes. La première étape, d'ailleurs ceci va permettre de faire le rapprochement et ce qui a été dit ce matin dans la première partie de la matinée et de montrer le concret des présentations de ce matin. La première étape qui est absolument indispensable, c'est d'avoir une analyse avec une vision à la fois bien sûr macro et microéconomique, donc macroéconomique tel qu'on l'a vu ce matin. Et là, et c'est là où on voit tout le sens de cette présentation, c'est que quand on voit les deux présentations ce matin, concrètement en tant que porteur de projet, on peut se dire mais moi à quoi ça me sert? Et c'est sûr que si on analyse que d'une certaine façon de la macroéconomie, on se retrouve déconnecté par rapport à ça. Et le chef d'entreprise a aussi tendance, trop sinon, à l'analyser de façon microéconomique. Donc dans les deux cas, il fait fausse route. Soit dans la macro, il est déconnecté, soit dans la micro, il est trop enfermé. Donc c'est là, dans cette première étape, quel que soit le projet, il faut aller au-delà de l'analyse macro et micro, il faut aller dans ce que j'appelle, et ce qui est le terme d'ailleurs, la mésoéconomie. C'est-à-dire la connexion entre, par rapport au projet que vous allez défendre, la connexion entre la macroéconomie et la microéconomie. Parce que c'est ça qui va permettre de dire, est-ce que j'ai un produit et est-ce que ce produit a suffisamment de souffle pour affronter le marché. Tout l'intérêt est là-dedans. À partir de cette analyse qui va demander donc de la prospective, une prospective rationnelle, parce qu'encore une fois, comme je disais ce matin, le chef d'entreprise il est au trimestre, mais sur un business plan il est à 3 ans. Donc dès qu'on parle de 3 ans, on parle quand même d'un minimum de prospective. Où est mon point A, où je vais aller dans mon point B à 3 ans. Ça c'est indispensable. On va donc en déterminer une analyse stratégique de positionnement. Positionnement sur ce marché, qui va en découler sur l'étape 2, et ce que disait d'ailleurs très justement Gilles, qui va être de créer son propre espace stratégique. Il va falloir se différencier. On revient aussi aux valeurs du management, comment se différencier, comment être unique sur ce marché-là, et on va le voir sur l'explication de la méthode. Donc créer son propre espace stratégique amène 2 éléments, une réflexion d'entrée dès le départ, même si ça peut paraître quelque part iconoclaste, il faut s'imposer une réflexion de différenciation dès le départ. Ne pas penser forcément comme tout le monde, se différencier pour essayer de créer autre chose et de créer véritablement de la valeur. Deuxième élément qui va en découler, c'est une stratégie justement de création de valeur. Penser à la valeur. Troisième étape, ça va enclencher donc la mise en place d'un nouveau modèle économique qui va engendrer une réallocation des ressources forcée. Parce qu'à partir de ce nouvel modèle économique, en pensant différemment, forcément, on se retrouve avec une réallocation des ressources. Donc la première étape qui va concerner donc cette analyse macro et microéconomique
et être connecté à la mésoéconomie, va reprendre les grands points qu'on a vus ce matin, mais de manière pratique, contrairement pour le porteur de projet. Concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte? Le premier point qui me semble absolument indispensable, qui a été dit ce matin, donc c'est ce passage de l'ère de l'industrie-commerce à l'ère de la communication-création. On l'a vu ce matin. Je crois qu'il y a une notion qui est extrêmement importante. Nous ne sommes pas en train de changer le monde. C'est faux de dire qu'on est en train de changer le monde. C'est qu'on a changé le monde, mais on ne s'en est pas rendu compte. Déjà, il faut prendre en compte ça. Donc ça amène un point positif, c'est qu'il n'y a plus la peur de ce vide du changement, parce que le changement a eu lieu, donc on est toujours là, on est toujours vivant, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, il faut prendre en compte qu'étant donné qu'on a changé le monde, il faut s'adapter à ce nouveau monde. Donc c'est la prise en compte du passage de cette ère industrie-commerce à la communication-création. Le deuxième élément, ça va être le rôle de l'individu. Cet individu qui est devenu autonome, comme on a pu le voir, mobile, central, concrètement, pour nous, porteurs de projet, qu'est-ce que ça implique? Ça implique un élément extrêmement simple, extrêmement fort. C'est qu'aujourd'hui, l'individu qui est notre client à tous, dans le portefeuille qu'on va porter, va devenir un consommateur. Il est à la fois consommateur et acteur. Et ça, c'est indispensable à toujours le garder en tête. Le client aujourd'hui est consommateur et acteur. Il est les deux à la fois et il faut le prendre en évidence. Le deuxième élément, le grand principe sur cette étape 1 à avoir bien en ligne de compte, c'est, donc on est à ce niveau-là, c'est la crise. La crise actuelle, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas une crise conjoncturelle, mais bien une crise structurelle. Donc ce qui implique, encore une fois, pour les porteurs de projet, de penser long terme et local, mais pour agir concrètement, on va agir court terme et local, alors qu'on va penser long terme et global. Donc ça, encore une fois, grande notion qu'on va développer rapidement, ensuite de manière très concrète. Troisième élément, c'est se positionner en rupture. Aujourd'hui, les modèles traditionnels, quels qu'ils soient, ne fonctionnent plus, ne créent plus de croissance. Il faut se positionner en rupture pour dépasser ces approches traditionnelles et pour essayer de créer de nouvelles visions mobilisatrices et de nouvelles règles du jeu. Il faut appliquer ces règles du jeu. C'est nous, porteurs de projets, qui devons décider quelles sont les règles du jeu en allant voir sur le marché et ensuite les appliquer. Et pas être forcément dans une stratégie d'imitation qui ne crée en fait que des modèles qui s'essoufflent parce que le marché est toujours le même et on est dans l'imitation, donc on ne peut pas créer de la valeur. Quatrième élément, l'entreprise 2.0. Entreprise 2.0, grande notion, mais qui en fait derrière sous-tend, comme le disait Gilles tout à l'heure, un point extrêmement important qui est le point fondamental de la fin du 20e et début du 21e. C'est le tissu complexe qu'on doit résoudre et l'équation complexe qu'on doit résoudre. C'est que nous sommes à la fois sur un monde virtuel et un monde extrêmement réel. Donc il faut savoir connecter les deux mondes, le monde du virtuel et le monde du réel. Et il faut prendre en compte également que Internet, aujourd'hui, c'est très clairement, c'est Jacques Attali qui disait ça, c'est très clairement le 6e continent. Donc il faut l'interpréter comme ça. Ce n'est pas juste un moyen, un support, non, c'est le 6e continent de consommateurs. Et donc la nécessité de prendre en compte Internet nécessite donc de facto d'aller sur la connexion de ce monde réel au monde virtuel. On a eu une première période où les entreprises ont voulu se mettre sur Internet. Donc on était uniquement dans le virtuel. Aujourd'hui, on arrive à un stade mature de l'Internet où on essaye de faire l'inverse, on essaye de reconnecter, maintenant qu'on est dans le virtuel, on essaye de reconnecter le virtuel au réel. Et ça, pour n'importe quel projet, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Dernier élément, pour finir sur cette étape 1, c'est l'appréhension du nouveau monde. Appréhender le nouveau monde, c'est passer d'une vision mimétique à une vision holistique. D'une manière très concrète, c'est d'arrêter avec une stratégie d'imitation qui ne sert absolument à rien et de passer à une vision qui va être beaucoup plus globale et qui va être transversale. Et c'est là où on va pouvoir créer véritablement de la valeur. Concernant l'étape 2, avec créer son propre espace stratégique. Deux éléments. Donc, premier élément, la réflexion de différenciation. Dans cette réflexion de différenciation, il faut que le porteur d'entreprise crée et mette en place une proposition de valeur unique. Si dès le départ la proposition de valeur n'est pas unique, celle-ci aura forcément énormément de mal à pouvoir se développer par la suite. Donc pour ça, il faut donner du sens. Toute la notion du sens, de mettre en scène du sens et de faire comprendre le sens auprès de l'utilisateur qui va être notre client. Donc pour cet élément-là, qu'est-ce que ça implique? Premièrement, ça va impliquer de redessiner les frontières entre marchés. Pour ça, il faut savoir anticiper. C'est de là où on est dans la prospective. Il faut anticiper quel va être le marché pour pouvoir aller au-delà des frontières actuelles et donc redessiner ces frontières avec nos marchés existants. Le deuxième élément, ça va être de détecter les opportunités de création de valeur
et les convertir en avantages concurrentiels décisifs. Il faut aller chercher les signaux faibles. Aujourd'hui, il y a une multitude de signaux faibles, quel que soit le domaine d'activité, qui vont être demain, justement, par amplification de ces signaux forts. Et donc, pour aller chercher ces signaux faibles, il faut chercher l'avantage compétitif. Parce que c'est dans ces signaux faibles que se trouve l'avantage compétitif. Ce n'est pas dans ce qui fait force et évangile dans le marché tel qu'il est. Troisième et dernier élément, c'est la création de nouveaux espaces. C'est un point extrêmement important, la création de nouveaux espaces, parce que ça permet d'arrêter avec les barrières de l'affrontement. Il faut aller davantage dans le collaboratif, dans le partenariat. Aujourd'hui, un petit acteur qui vient juste de s'installer peut s'associer avec un leader mondial pour faire quelque chose d'absolument incroyable. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on l'a fait avec l'un de nos clients. Une société qui était une start-up que personne ne connaissait s'est associée avec les 2 leaders mondiaux dans le domaine du carrelage pour devenir aujourd'hui le nouveau modèle, la réinvention du modèle de ces leaders mondiaux. Parce que ces leaders mondiaux manquaient de souffle et c'est une start-up qui est venue redonner du souffle à des acteurs qui étaient extrêmement importants et qui n'arrivaient plus à se réinventer. Donc on arrive tout ça avec un objectif de se différencier pour tout le temps se positionner en rupture. Alors c'est sûr que ça peut faire peur, c'est sûr que c'est différent en manière de penser, mais c'est là où on va créer la valeur. Donc après il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être lui dans un système moutonnier, ou alors est-ce qu'on veut vraiment se démarquer? Est-ce qu'on va être le mouton ou le berger? Si on va être le berger, il faut aller en rupture, il faut aller créer de la valeur. Quand on parle de valeur, je fais un point. Quand on parle de valeur, tout à l'heure on va rentrer dans le concret avec 2 cas clients. Vous aurez cerise sur le gâteau, la valorisation financière de ces sociétés, une à 3 ans, avec 3 ans de recul au groupe, et une avec 1 an de recul. Donc, il y a un an plus tard, ça vaut tant. Au groupe, c'était il y a 3 ans, ça valait tant, aujourd'hui, ça vaut tant. C'est-à-dire qu'il y a quand on parle de valorisation, on parle de valeur financière, on parle vraiment des actifs qui augmentent. Voilà, ça aussi, ça vous concerne, je veux dire, ça, c'est du pratico-concret pour l'entreprise. Parce que finalement, on est là tous pour gagner quand même notre vie et développer son business. Donc la valeur va se créer sur quoi? La valeur va se créer sur la conquête d'une demande qui va être nouvelle, et non pas forcément uniquement existante et nouvelle. Elle va se créer sur de nouveaux marchés, elle va se créer sur le fait de s'affranchir des contraintes de son marché. La concurrence saturée ne sert absolument à rien. Les produits identiques ne créent plus de valeur. La guerre des prix, ça ne sert à rien. On le voit de manière absolument incroyable. C'est Apple qui crée les marchés. C'est Apple qui devance. Aujourd'hui, Microsoft annonce hier sa nouvelle tablette. Mais Apple l'a fait il y a 3 ou 4 ans. Donc il faut savoir, il faut oser être en rupture pour créer son propre marché. Deuxième élément qui est important justement pour revenir à cette création de valeur, c'est de viser donc au-delà de la demande existante et de bien réussir ensuite le séquençage stratégique. Parce que se positionner en rupture, c'est bien, mais toujours penser au séquençage stratégique. Donc on arrive à l'étape 3 qui va être la mise en place de nouveaux business models. La mise en place de nouveaux business models, très concrètement, va agir sur la structure, sur le management et sur la stratégie. Au niveau de la structure, on reprend tout ce qu'on a vu ce matin, c'est que la structure doit pousser vers la création de concepts nouveaux où chacun est co-créateur. Le système ancien, pyramidal, où le client est soi-disant roi avec un chef au bout, c'est absolument terminé. Donc il ne s'agit plus de rester à sa place, mais d'inventer sa place. 2 exemples rapides et très concrets. Oasis, la boisson Oasis. Pendant 40 ans, ils sont restés sur la boisson qui était exactement la même. Pourquoi? Par peur de se mettre en rupture avec la boisson qu'ils connaissaient et par peur de créer un nouveau produit. À un moment donné, ils ont réalisé qu'ils pouvaient agir différemment avec les réseaux sociaux. Ils ont créé un jeu, Oasis, qui a permis de créer une communauté d'utilisateurs et de personnes qui apprécient Oasis. Et là, tout simplement, ils ont dit à cette communauté quel goût vous aimeriez dans les nouveaux Oasis. Ils ont fait une proposition de 10 goûts différents. Les utilisateurs en ont choisi 3, ils en ont sorti 1, puis 2, puis 3. Aujourd'hui, Oasis, c'est 4 goûts différents et donc 4 réussites. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vraiment un processus de co-création entre la structure et l'utilisateur, où il n'y a pas seul utilisateur dans son coin, donc émetteur, récepteur, mais vraiment une co-création. On le voit aussi dans le domaine de l'automobile, on est de plus en plus dans la personnalisation des produits qui sont proposés. En termes de management, là aussi, ça reprend les notions qu'on a vues tout à l'heure, c'est que le management doit reposer sur l'épanouissement du collectif. On doit réfléchir ensemble, parce que les idées, elles viennent d'ensemble. C'est comme ça qu'on peut affronter le marché et c'est comme ça qu'on peut essayer de créer sa propre singularité. Le management reposant uniquement sur la compétition ne permet pas de pouvoir dégager des points forts et donc des singularités, des différences. Il faut penser collectif,
il faut penser de l'ensemble de la chaîne. La personne qui est en bas de la chaîne, comme celle qui est tout en haut, sont aussi importantes. Et il faut avoir le regard de chacun pour pouvoir essayer de créer sa propre demande et son propre marché. Au niveau de la stratégie, si on met en place ça, on va pouvoir véritablement créer cette croissance. Parce que le but de la stratégie, c'est quoi? C'est de créer une croissance durable, profitable et pérenne. On en parlait tout à l'heure avec Bertrand, il y a 2 livres qui sont absolument incroyables sur ça, c'est la stratégie de l'océan bleu et c'est l'effet momentum, qui montre vraiment tous ces éléments-là. Donc stratégie de l'océan bleu et l'effet momentum, je peux donner la bibliographie ensuite, et qui disent exactement tous ces grands préceptes de pouvoir se développer. Et l'objectif de tout ça, c'est bien sûr se différencier. Et se différencier dans quel but? Pour dégager ces facteurs clés de succès qui sont donc sous-entendus dans l'ensemble des business models. Donc on arrive rapidement sur ensuite le nouveau modèle économique qui va enclencher des réallocations de ressources, que forcément qui dit modèle économique dit une réallocation de ressources. On a eu aussi également un client qui avait un budget de communication qui était absolument pharaonique dans le domaine de la coiffure, l'un des leaders du top 5 européen de la coiffure. Il avait un budget absolument astronomique tout simplement parce qu'il était sur un modèle ancien de communication. Il avait un budget de plus d'1 million d'euros, il nous disait mais on n'arrive pas à lever 300 000 euros, on ne peut pas se développer, on ne sait pas comment on va faire. Très simplement, en réallouant ce budget communication, en l'adaptant au nouveau monde, en se servant des réseaux sociaux, on a diminué de 2/3 le budget de communication et donc on a retrouvé le cash pour pouvoir mettre en place un budget de développement qui était absolument nécessaire. Donc on se rend compte qu'en pensant différemment, il peut avoir de nouveaux modèles économiques et donc derrière enclencher des réallocations de ressources qui vont ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons. Ça, c'est une citation pour conclure cette présentation avant de rentrer dans le pratique, que j'aime beaucoup parce que je crois qu'elle est extrêmement forte et d'autant plus quand on sait de qui elle vient, d'avoir un de fait. Quelqu'un qui s'assoit à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Et ça, c'est important, parce que quand on essaie de se positionner en rupture avec des nouveaux modèles, des fois, on se voit extrêmement seul. Donc, il faut faire attention aussi, c'est là où le séquençage stratégique est important. Mais c'est ça qui va créer demain les leaders du marché. Alors, d'une manière concrète, vous pouvez dire tout ça, c'est bien intéressant, mais c'est de la théorie, c'est de la méthode. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Concrètement, cette méthode-là, on l'a mis en application, sur un dossier qui me fait particulièrement à cœur, parce que j'en suis l'un des 3 fondateurs, c'est la société Wood Group. La société Wood Group est dans le domaine du transfert d'argent et de la bancarisation. Alors, on va reprendre les étapes très rapidement, parce que vous allez voir à quel point c'est important. Wood Group, c'est quoi? C'est un marché, aujourd'hui, qui est le marché du non bancarisé. 3 milliards de personnes non bancarisées à travers le monde, 3 milliards de personnes adultes non bancarisées à travers le monde. Premier constat. Deuxième constat, le marché du transfert d'argent. Le marché du transfert d'argent, c'est 600 milliards de dollars annuels transférés avec un monopole d'un leader qui est Western Union. Nos amis africains connaissent bien, et tout particulièrement d'estime pour les Africains, parce que mon grand-père est consul du Gabon. Donc c'est pour ça que j'ai un tropisme africain extrêmement fort et que ce projet groupe répond à ça. Donc c'est une vision macroéconomique. Le modèle bancaire actuel n'a pas permis de bancariser 3 milliards de personnes adultes en capacité de l'aide. C'est quand même colossal. Pareil, vision macroéconomique, un marché de 600 milliards de dollars dans le transfert d'argent avec un monopole de Western Union. Ce monopole de Western Union, qu'est-ce qu'il enclenche? Il enclenche que les coûts de transfert pour les personnes les plus démunies, les personnes les plus pauvres, sont eux qui les payent le plus cher. Quand vous envoyez X euros, Western Union prend entre 8 et 20% du montant envoyé. Donc, voilà, ça c'est un constat, macroéconomie. Maintenant, quand on analyse d'un point de vue microéconomie, on se dit, qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Le monde est coupé en deux. On a un monde pour les personnes bancarisées et transferts dit argent électronique, qui est PayPal. Et de l'autre côté, on a le monde des personnes non bancarisées et de l'argent dit cash, qui est Western Union, avec 2 mondes complètement coupés en deux. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on se rend compte qu'à cause de ça, il y a une multitude de banques traditionnelles, les grosses banques, qui ne vont pas sur ce marché-là. Voilà, ça c'est l'analyse macro, l'analyse micro. L'analyse mésoéconomique, pour mettre en application ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à ces banques-là qui sont légitimes de pouvoir attaquer un marché qui aujourd'hui leur échappe complètement, qui est accaparé par Western Union et par PayPal. PayPal, petit aparté, la première banque mondiale avec plus de 250 millions de clients. Ça s'est fait très rapidement, personne n'a vu venir et les banques aujourd'hui commencent à réagir. Donc analyse macro, analyse micro et mésoéconomie, comment on attaque sur ce marché-là. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse-là, on passe à l'étape 2. Comment on peut aborder ce marché-là? Comment l'aborder d'une manière
assez simple, en rupture totale avec les modèles existants. On a dit on va faire une stratégie avec les banques. Il y avait deux modèles à ça. Soit on était nous-mêmes banque, donc on était une énième structure à travers le monde, soit on était en partenariat avec les banques. Donc on a fait une stratégie avec Gilles de marque label en étant partenaire des banques. Donc on était en co-branding avec les banques, comme disait tout à l'heure Jules. Donc on est dans une stratégie de pour et par les banques. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de dire, vous, toutes les banques, qui ne voulez pas mettre en place un modèle qui va être votre propre modèle. On va essayer ensemble, nous on est juste là en termes de stratégie d'apporteur de moyens, on n'est pas là en termes de stratégie d'apporteur de résultats, on est là pour vous capter, vous canaliser des flux financiers et des nouveaux clients. Donc on va vous aider, ensemble on va créer une norme universelle dans le domaine du transfert d'argent entre personnes pour connecter toutes ces banques-là. Comme Visa Mastercard l'a fait dans le paiement, on va le faire pour le domaine du transfert d'argent. Et de manière très concrète, pourquoi? Pour pouvoir diminuer le coût de transfert qui est en moyenne de 9,2% à 5%, donc pour créer davantage d'intérêt à l'utilisateur, en lui mettant en plus à disposition les moyens modernes qui sont Internet, le téléphone mobile et autres. Et deuxième élément, pour pouvoir permettre à ces banques-là de récupérer des marchés qui leur ont complètement échappé et également de pouvoir capter et canaliser de nouveaux clients. Donc là, on arrive dans la mise en place d'une nouvelle vision stratégique qui est, la stratégie est d'être en partenaire avec les banques pour ensemble, nous, start-up, porteurs de projets, vous, mastodontes du marché, ensemble créer une norme universelle. Dernier élément concernant la création de valeur. La création de valeur, elle s'est faite de manière assez concrète et assez basée. Il y a eu un investissement un peu moins de 2 millions d'euros, un peu moins de 2 millions d'euros avec... Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tout à fait. Il y a 3 ans, avec un modèle de licensing. Donc ça, c'est extrêmement important. 3 éléments sur la création de valeur, et là, on en vient à la relocation des ressources. Si on avait voulu développer cette offre en propriétaire, ça aurait été 3 à 5 ans de développement et un budget à peu près de 30 à 50 millions de dollars. Donc, en gros, un frein qui empêche totalement de pouvoir aborder ce marché-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va réallouer les ressources. On va lever, puisqu'on n'a que 2 millions, donc il va falloir essayer de créer, d'être en rupture, d'être innovant avec ces 2 millions-là. Donc on a eu un rôle, le groupe a eu un rôle d'intégrateur, on est allé chercher les différents partenaires technologiques et nous-mêmes, nous avons relié entre eux ces différents partenaires pour créer une offre, alors au final, propriétaire, une offre globale propriétaire. Deuxième élément, c'est les coûts de structure. Pour pouvoir mettre en place et développer une offre telle que celle-ci, on est sur le mobile, on est sur Internet, on est sur la biométrie, on est sur les ATM de nouvelle génération, c'est à peu près 50 personnes. Impossible en termes de coût fonctionnement de pouvoir absorber ça, ce sera un budget de 6 millions de dollars à peu près chargé. Donc impossible d'absorber ça. Donc on va dire là aussi, on va se mettre en rupture, on va créer un nouveau modèle économique. On va être sur un modèle de fee for service. Donc on va dire, au lieu d'avoir, vous avez les équipes, nous on a l'idée, on a le savoir-faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur chaque transaction, au lieu de vous payer juste, on prend une technologie et après c'est fini. Sur chaque transaction, on va vous reverser X% de la transaction. Et donc là, on crée un modèle où le rôle d'intégrateur fait du sens. Donc on arrive très concrètement aujourd'hui, 3 ans après, à une société qui a été valorisée à plus de 20 millions d'euros, qui a eu il y a 3 mois l'entrée dans le capital d'un des plus gros fonds d'investissement européens, qui est le fonds Fadival, dirigé par Jean-François Dupré, et qui est en train d'être agréé par le pôle mondial Finance Innovation. Tout ça pour dire que quand on suit une méthode de manière synthétique, telle qu'on a pu la voir, et qu'on la met en application, qu'on se positionne en rupture, qu'on ose aller chercher un nouveau marché, qu'on ose créer de nouveaux business models, la plupart du temps, ça peut fonctionner, et quand ça fonctionne, là on crée véritablement de la valeur. x10 en 3 ans. Et il y a 3 exemples comme ça qui vont être cités dans l'après-midi. Le but, c'est pas de citer tant les exemples, le but c'est de montrer qu'une méthodologie telle que celle-ci fonctionne. Elle fait des résultats. Elle fait des résultats pour des porteurs de projets et on n'est pas plus intelligent que d'autres. Donc ça veut dire que le facteur clé de succès, et je vais conclure là-dessus, le facteur clé de succès de réinventer la finance et de voir la finance différemment peut apporter réellement des résultats.